c'est la main. Le grand-duc hante la nuit. Pour entrer en contact, il faut comme lui se fondre dans le paysage, devenir arbre ou rocher, rester immobile des heures durant, se faire invisible et surtout ne pas le déranger. On peut alors être avec lui sans le voir, sentir sa présence, partager des émotions intérieures et des visions irréalistes d'un monde sans lumière. Restons humblement à notre place de bipèdes aveugles, ressentons, écoutons son chant emplir l'espace, mobiliser notre attention. Bienvenue dans le monde fascinant du prince des ténèbres. Ses plumes n'ont pas été croquées, elles sont encore intactes. C'est sûrement un grand-duc qui l'a mangé. Allez, on va les laisser s'envoler. Waouh! Il ne manque plus que des ailes avec ses plumes. J'ai entendu parler d'un passionné de grand-duc qui s'appelle Othello. C'est un sculpteur et on arrive chez lui. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que vous vous intéressez au grand-duc. Oui, depuis 1968,
je parcours les Alpilles, le Luberon et le Ventoux. Alors, je connais leur site de nidification et leur territoire de chasse. C'est un très 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 beau rapace nocturne dans tous les cas. Ouais. Il m'a toujours plu d'ailleurs, le grand-duc. Ouais. C'est quand je suis venu ici à Arles, dans les années 1968, j'ai pu trouver sur les collines quelques plumes de rapaces de grand-duc. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir quelques couples par là, quoi. Et le premier nid que j'ai trouvé, c'est au bout de Provence, dans une énorme falaise, mais qui était un peu accessible quand même, avec des petites vires. Et j'ai pu trouver le premier nid dans les années 70, voilà. Et en fait, dans ce secteur, le grand-duc n'était pas connu, quoi. Il était toujours, ça n'existe pas, ou des trucs comme ça. Et après, quand on a commencé à bien chercher dans le massif, il s'avérait qu'en fait, les grands-ducs, il y en avait de partout. Mais apparemment, il y avait peu d'ornithologues avant. C'était pas trop connu. Alors, ça fait que quand j'ai trouvé le premier nid, là, ça a commencé à se savoir. Et puis, il y a beaucoup d'ornithos qui sont arrivés, qui sont venus chercher ce rapace nocturne, là, l'hibou grand-duc. Même Robert Renard est venu me voir pour que je lui montre le nid, pour qu'il puisse faire quelques dessins dans une cabane que j'avais préparée pour lui, dans un nid assez accessible.
un peu vers le soir comme ça. Ils commencent à bouger, mais ils se mettent devant l'air. Quand ils commencent à la nuit bien plongée, là, ils commencent à crier. Ils commencent à pleurer. Les petits commencent à avoir faim et ils commencent à crier. Des petits chuintements comme ça, là, pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes, et après, quand le soir, vraiment, ils commencent à tomber, majestueusement, la femelle, elle arrive. Là. Mais elle arrive des fois sans rien. Hein. D'abord, elle arrive au bord de l'air, elle regarde derrière, s'il n'y a personne en bas ou quoi, elle scrute derrière elle, en bas, et après, elle se précipite vers le garde-à-manger. Et les petits, ils sont là autour, là. Très souvent, quand ils sont relativement assez petits, ils vont entre les pattes de la femelle, et la femelle, elle prend le lapin, elle le déchiquette ce lapin, mais alors avec une force incroyable, et elle déchire la peau, la chair, et elle y donne des petites béquilles, mais alors vraiment extraordinairement. C'est délicat et tout, vraiment, c'est magnifique à voir. Ouais. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, ça, parce que j'étais pas bien loin, à quelques mètres, là. C'est vraiment magnifique à voir. Hein. Mais bon, ça, c'est pas tout le monde qui peut le voir. Hein. Il faut connaître, il faut connaître le rapace qu'il y a devant toi. Il faut pas y aller quand les petits sont trop jeunes non plus. Dans la journée, ils dorment. Ils restent tranquilles dans leur coin, ils ne bougent pas. Et à la tombée du soir, ils commencent à bouger. Et j'ai remarqué que de temps en temps, il y a des insectes qui passent. Des papillons, des trucs comme ça. Et les petits, ils suivaient les yeux, les papillons, là. Bon, c'était marrant à voir comme tout. Mais ils ne les attrapent pas, hein, mais ils les regardent des yeux, comme ça. Il s'est demandé, tiens, qu'est-ce que c'est
Le grand-duc, lui, il attrape tout, même les hulottes, les moyens-ducs, les petits-ducs, il attrape tout. Il bouffe tout, il regarde pas si c'est un petit cousin ou quoi. Il bouffe tout. C'est fou. Oh, j'ai vu de tout. Hein, j'ai vu du renardeau jusqu'à l'insecte. Il attrape de tout. Tout, buse, milan, tout ce que vous voulez, relier, enfin de tout. Quoi. Aigrette, canard, colvert, j'ai vu, chat, fouine, belette, écureuil. Enfin, toutes les bestioles qu'il y a dans les habits. Quoi. Ça, c'est un cliché que j'ai fait en 1974 au Beau-de-Provence. Et c'est assez exceptionnel parce qu'il y a eu 4 jeunes et 4 jeunes à l'envol. C'est très rare. Oui, vraiment exceptionnel. Et je l'ai pu, sur les 20 ans, je l'ai vu que 3 fois. Oui. Il y avait beaucoup là, il y avait énormément de lapins à cette époque-là. Oui. Et maintenant, le lapin a régressé, évidemment. Oui. Ça, c'était un nid que j'avais visité un matin. Et j'ai trouvé un pigeon voyageur au nid, décapité, avec plusieurs bagues dans ses pattes, avec l'adresse du propriétaire. Et ce pigeon voyageur venait du sud de l'Espagne. Et le propriétaire m'a dit qu'il allait en Allemagne. Mais il s'est fait arrêter. Et en route, il s'est arrêté dans les Alpilles. Un mauvais endroit, là. Mais je lui ai dit que son pigeon, je l'avais retrouvé sur un nid de rapace. Ouais. Voilà, je n'ai pas précisé. Non. J'ai simplement dit, oui, non, ils vont me... Voilà, ouais. C'est extraordinaire. Là, il a dû le prendre le soir au dortoir. Ouais. Être devant à 3 mètres d'une femelle qui nourrit, mais tu n'as plus envie de respirer. C'est émouvant, ouais. Ah ouais. Tu regardes et tu te tais. C'est une présence incroyable. Ah, tu as presque la chair de poule là quand tu vois ça. Ah ouais, là tu bouges pas, tu regardes et tu n'oses rien faire. Moi quand elle me regardait comme ça, je restais tranquille. Hein, c'est incroyable. Ça te met presque les frissons, ça, quand tu regardes ces scènes-là. Quand elle distribue la viande, on entend les os craquer. Les os de lapin, ils se broient, tellement que la force dans les becs, là, c'est vraiment impressionnant. C'est vrai. Voilà. Là, c'est la femelle. On voit très bien que... On ne voit pas d'aigrette. Hein. Elle baisse toujours, toujours abaissée. Ce cliché aussi, on voit quasiment jamais les aigrettes. Elles sont très aplaties. Ouais. Et là, c'est la femelle toujours qui distribue la viande aux jeunes. Là, apparemment, ici, c'est la femelle qui est devant le trou et qui s'apprête à partir. Elle a déjà distribué la viande aux jeunes. Et là, elle s'apprête à partir pour... essayer d'aller trouver quelques proies ou chasser. C'est vraiment impressionnant. Tout ça, j'ai fait ces clichés, là, mais je vous dis, il y a 74, 75. Hein.
Les petits, quand ils commencent à avoir un peu des plumes, les rémiges, comme ça, ils commencent à sortir en bordure de l'air et ils s'exercent, ils font des battements d'ailes. Mais ils ne vont pas plus loin, ils vont à 1 mètre et demi. Et après, ils rentrent dans l'air. Et ils ne se sentent pas à partir, hein, puisqu'ils n'ont pas assez de plumes pour faire des vols. Mais quand même, ils volettent un peu autour. Mais ils ne s'en vont pas vraiment. Des fois, il y a des petits qui sortent un peu quelques mètres. Ils savent pratiquement même pas voler. Mais après, ils retournent dans l'air. Le premier vol, c'est quand il est vraiment emplumé, il n'y a quasiment plus de duvet, Et puis il s'exerce de plus en plus, il va de plus en plus loin du nid. Il va à 5-6 mètres. Et quand il s'éloigne comme ça, c'est qu'il commence à savoir bien voleter, quoi. Même s'il sort du nid, eh il peut retourner au nid en volant. Par contre, il y avait un petit qui avait chuté en bas du nid. Mais la femelle, elle le nourrissait en bas. Un matin, dans une falaise, là, je suis allé visiter un nid. C'était assez tôt en saison, là. Il y avait encore la chasse. J'arrive au pied de l'air et je ne trouve pas le grand-duc plombé à côté du nid. Et quand je l'ai touché, il était encore chaud. Il venait d'être plombé du matin. Quel dommage. Après, je l'ai amené à la tour du bois là, et eux, ils ont le truc pour le radiographier, là, et ils ont vu 5-6 plombs dans le corps, là. C'est vraiment triste. Bon, mais bon. Comment ça, hein, c'est-à-dire que ça, tu vois, ils se font à la voir quand les mecs, ils sont à l'affût à la grive, les chasseurs, là. Et si lui, il passe à côté, les mecs, ils savent pas, ou ils pensent que c'est un rapace étrange, ils y tirent dessus. Des fois, il y a des chasseurs qui ne le connaissent même pas. Hein.
là bien avant nous, le Grand-Duc. Hein. C'est pour ça que quand je vois les chasseurs, ouais, moi les Grands-Ducs, je les tire là. Moi je dis, mais le Grand-Duc, il était là avant toi. Je dis, tu sais, oh, mais des fois, ils ne comprennent pas très bien. Hein. C'est des fois triste de parler comme ça. Bon. Hein. Le Grand-Duc, c'est vraiment spectaculaire. Hein, c'est pas, il est énorme, magnifique. Vraiment, c'est un rapace extraordinaire. Quoi, hein. Quand on le voit sur une crête, c'est fabuleux. Quoi. On dirait presque un chat perché sur une crête, là, comme ça, avec ses deux petites oreillettes. Là, c'est vraiment impressionnant. Pour moi, le Grand-Duc, c'est le prince de la nuit.